La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Chose promis, chose due, on accélère le rythme de sortie des épisodes pour les fêtes. Aujourd'hui, le deuxième épisode de cette trilogie sur l'agriculture, la politique et l'économie. Dans cet épisode spécial, il sera question du lien entre agriculture, commerce international et souveraineté alimentaire. Alors, libre-échange, protectionnisme ou les deux ? Je vous laisse avec Olivier et nos deux invités, car vous allez voir que cette question n'est pas aussi simple qu'elle n'en a l'air. Bonjour Édouard. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le récit des contre-coups de la crise sanitaire sur le commerce international s'allonge et les marchés agricoles sont loin d'être épargnés. La sécurisation des chaînes d'approvisionnement est devenue un enjeu prioritaire, le prix des matières premières flambe, la précarité alimentaire grimpe en flèche, faisant même réapparaître des émeutes dans la faim dans plusieurs pays du monde. Pour le dire autrement, la crise sanitaire semble faire redécouvrir la nature des échanges commerciaux tout en exacerbant leur fragilité avec des États qui chacun cherche d'abord à protéger leur propre suffisance alimentaire. Alors aujourd'hui, on va se poser la question: comment l'agriculture peut-elle, doit-elle se repenser et réagir devant le constat des limites, voire des incomplétudes de ce système commercial ? Vous l'avez compris, avec deux précédents épisodes, d'une part sur le changement climatique et sur la politique agricole commune, ce troisième épisode fait encore intervenir des agroéconomistes, des économistes pour nous parler d'agriculture. Et aujourd'hui, on reçoit, pour parler commerce international, Michel Guglielmi pour son dernier épisode et notre nouvel intervenant, Thierry Pouche. Thierry Pouche, bonjour, et je te laisse te présenter. Bonjour, alors je ne suis pas agroéconomiste, je suis économiste, on peut enlever agro, je n'ai pas de formation agro. Je suis le responsable d'un service qui s'appelle l'étude, référence et prospective à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au sein de la direction économie des agricultures et des territoires. Et par ailleurs, je suis chercheur associé dans un laboratoire qui s'appelle Regard à l'université de Reims, Champagne-Ardenne. Et avec toi donc Michel Guglielmi. Michel, bonjour. Bonjour. Michel Guglielmi, alors je peux revendiquer le terme d'agroéconomiste, parce que j'ai fait des études d'agronomie, même si je n'ai pas vraiment travaillé l'agronomie. Je me suis presque tout au long de ma carrière orienté vers l'enseignement et partiellement la recherche sur les politiques agricoles, économie et politique agricole, et je suis encore professeur à l'ISARA sur ces sujets-là. Très bien, merci Michel et bienvenue. Donc Thierry, avec Marine Raffray, notre précédente intervenante, vous analysez l'impact de la pandémie Covid-19 sur l'agriculture dans un ouvrage qui est encore à paraître, qui s'intitule « La pandémie et l'agriculture, un virus accélérateur de mutation, point d'interrogation ». Donc aux éditions La France Agricole. Est-ce que et comment cette pandémie a révélé le niveau d'intrication, d'interdépendance qui existe aujourd'hui dans les marchés mondiaux ? Alors, pour mesurer les conséquences de cette pandémie sur l'économie, et d'ailleurs c'est assez original quand même la situation qu'on vit en ce moment, parce que c'est pas un mécanisme économique qui est à l'origine de cette prise de conscience que la mondialisation est allée trop loin, etc. C'est un virus qui s'est propagé à l'échelle mondiale, et précisément parce qu'on était dans une situation depuis 30 ou 40 ans de mondialisation. Donc à la faveur des échanges, notamment dans l'industrie, des voyages, etc., on a vu ce virus se propager à une rapidité absolument fulgurante. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais pour bien mesurer ces répercussions de la pandémie sur les économies et le fonctionnement des sociétés, de façon plus générale, peut-être qu'il faut rappeler ce qu'est la mondialisation. J'allais dire ce qu'était, elle n'est pas encore tout à fait terminée. En tout cas, elle va être sans doute reconfigurée. À partir des années 80, on va sortir d'un cycle très long où les États intervenaient assez régulièrement dans les mécanismes économiques. Il y avait des politiques publiques, des politiques économiques qui orientaient les économies dans le sens souhaité. À partir des années 80, on va basculer dans un nouveau cycle que beaucoup ont qualifié de néolibéral et qui, d'une certaine façon, décloisonne finalement les frontières commerciales, les frontières financières surtout. Et à la clé, on souhaite d'une certaine façon que les États se retirent
plus ou moins de l'activité économique pour aboutir finalement à une sorte de marché mondial où les ajustements entre les offres et les demandes, entre les excédents d'épargne et les besoins de financement de nations s'effectueraient par des mécanismes du marché qu'on considérait comme suffisamment performants pour atteindre un certain optimum économique. Et donc le message qu'on peut retirer de cette longue phase de mondialisation depuis la fin des années 70, début des années 80, c'est précisément cela. C'est-à-dire que l'État-nation, finalement, est remis en cause parce que il est considéré comme un frein, finalement, à l'ouverture et à la circulation des marchandises, des capitaux, des hommes. Donc il faut finalement défaire ces frontières qui avaient été mises en place historiquement, et rentrer dans une perspective finalement de village planétaire où on aurait des mécanismes suffisamment souples, et ça va s'accentuer, cette perspective, avec évidemment la dislocation de l'Union soviétique. Puisqu'il n'y a plus d'adversaires en face, eh bien évidemment l'Occident, emmené par les États-Unis, vont considérer que c'est à eux de fixer les nouvelles règles du jeu international. Et c'est de ce point de vue-là que, dans un contexte idéologique en plus très précis, on a cette ambition d'effacer les frontières. Et ce sont d'une certaine façon les firmes multinationales qui vont se substituer au moins partiellement aux États, et on voit bien dans le commerce international d'ailleurs que le poids considérable qu'ont pu prendre les échanges de biens intermédiaires, des échanges intra-firmes finalement, entre une firme localisée à un endroit et la même firme localisée à un autre. Il y a des échanges, alors qui passent évidemment par les frontières et qui sont comptabilisés dans les appareils de statistiques du commerce extérieur, mais fondamentalement ce sont plutôt des échanges intra-firmes. Donc ça montre bien l'évolution qu'il y a eu dans cette mondialisation. Et on pensait que ça allait se dérouler sans entorse particulière, et l'agriculture d'ailleurs a été absorbée par ce mouvement, par cette dynamique, notamment à travers les accords du GATT en 1994 qui avaient été signés à Marrakech, où on essaye de voir comment on peut abaisser les tarifs douaniers, comment on peut abaisser les soutiens internes, et de quelle façon on peut demander aux États qui produisent et qui exportent d'ouvrir eux-mêmes leur propre marché intérieur pour importer davantage, et par voie de conséquence qu'il y ait des retombées sur les pays producteurs, en particulier les pays en développement. Bon. Donc on en était à peu près dans cette dynamique, et puis il y a eu quand même un certain nombre de crises qu'on a vécues, et la plus importante c'est celle de 2008-2009, avec l'éclatement de la bulle immobilière. Donc cette mondialisation n'a pas été un long fleuve tranquille en quelque sorte, même si le système économique peut modifier un certain nombre de choses, et parfois en profondeur. On sait très bien que lorsque l'économie fonctionne sur elle-même et pour elle-même, il y a des phénomènes de crise qui peuvent surgir, et parfois violentes. Et puis cette pandémie a justement montré que cette mondialisation qui avait segmenté les processus de production, on pouvait fabriquer une matière première à un endroit, la transformer à un autre, et puis l'assembler dans un dernier pays. Donc il y avait des phénomènes de spécialisation assez fines finalement qui s'étaient mis en place avec cette mondialisation. Et même l'agriculture, sur l'exemple de la viande porcine, c'est assez intéressant de voir que vous pouvez avoir un pays qui élève des porcs, qui les exporte pour l'engraissement, un troisième pays procède à l'abattage, et puis un quatrième pays fabrique de la charcuterie salaisonnerie, et tout ça peut repartir finalement dans d'autres pays. Donc ce processus de segmentation des processus de production, qu'on a appelé beaucoup plus récemment ces chaînes de valeur, finalement, qui sont bien segmentées d'un pays à un autre. C'est un petit peu ça qui a fait prendre conscience que la mondialisation avait créé, malgré tout, malgré les ambitions initiales, des phénomènes de dépendance. Et les économistes ont même calculé des taux de dépendance par secteur d'un pays. Et la pandémie, par le fait qu'il y a eu des confinements,
des arrêts de fret maritime, du chômage partiel où les salariés n'étaient plus sur leur lieu de travail, eh bien, lorsqu'on dépend massivement de l'extérieur pour du matériel médical, pour des masques, puisque ça avait quand même défrayé la chronique, mais aussi sur des produits agricoles comme les protéines végétales, on s'aperçoit qu'on est très dépendant. Et du coup, a germé à partir de là cette idée qu'il fallait peut-être envisager de relocaliser certaines unités de production qui avaient été disséminées par-delà le monde à une certaine époque. Michel Guglielmi, l'interdépendance. Oui, je pense que la pandémie a mis en évidence un certain nombre de choses. Il me semble que la prise de conscience de cette interdépendance était antérieure à cet événement particulier. C'est-à-dire que quand on regarde les négociations très nombreuses de traités de libre-échange, qu'on a plus médiatisé en Europe et en France quand il concernait l'Union européenne et nos propres intérêts, mais qui quand même sont très nombreux. Ces traités ont provoqué quand même assez souvent de vives réactions, au moins pour une partie la négociation de ces traités, ou bien la signature quand ils ont été signés. Et donc il me semble que la prise de conscience de l'interdépendance était antérieure. La pandémie a montré physiquement, en quelque sorte, cette interdépendance. C'est-à-dire qu'elle l'a mise en exergue. Et on l'a ressenti assez fort, effectivement, à travers des exemples de masques, de médicaments, etc. C'est-à-dire qu'on le savait, mais finalement, quand on est mis devant le fait accompli qu'on est en défaut d'un matériau, d'une matière première, c'est palpable. Oui, on l'aperçoit mieux. Enfin, on l'aperçoit mieux parce qu'il y a des échanges qui s'arrêtent. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quelque chose qui manque. Mais je vais donner un tout petit exemple qui n'a rien à voir avec la pandémie, mais qui a à voir avec le Brexit, sur cette interdépendance. Il y a un conflit autour de la pêche là, en ce moment. Les Français réclament, les pêcheurs français réclament des licences pour pouvoir pêcher sur le territoire maritime grand-breton. Et il y a une menace du gouvernement français d'empêcher l'arrivée des poissons anglais sur le territoire français. C'est une sorte de mesure de rétorsion. Cette mesure de rétorsion, elle peut être nuisible aux intérêts français. Parce que ces poissons anglais sont traités en France. Donc, même si on laisse les Anglais, si on exerce cette mesure de rétorsion, c'est l'industrie qui transforme les poissons anglais en France qui va souffrir de cette dépendance-là. Donc, même sur une petite chose comme ça, l'interdépendance, elle est quasi permanente. Il y a presque aucun produit. Je pense qu'il y a peut-être quelques exemples, mais probablement pas beaucoup, de produits alimentaires ou autres qui sont vraiment produits avec des ingrédients provenant d'un seul pays. C'est-à-dire que la quasi-totalité des filières, des chaînes de valeur, aujourd'hui, s'organisent, se structurent et s'articulent à l'échelle de plusieurs pays. Oui. Et c'est une forme de dépendance. Alors, ça peut être vu, ça a été vu pendant longtemps comme quelque chose de positif, puisqu'on se disait, on va faire dans tel pays telle opération parce que là-bas, elle coûtera moins cher et que ça compensera largement le coût de transport du pays A au pays B. Donc, on a vu ça de façon positive et on s'aperçoit que... du coup, chaque pays se spécialise là où il a un avantage à faire paraître sur ce jeu commercial. C'était la base doctrinale, en quelque sorte, de cette extension du libre-échange. On fait à chaque fois une opération donnée à l'endroit où elle est la moins coûteuse. Sauf qu'on a besoin de l'autre pays pour pouvoir ensuite traiter le résultat de cette opération. Du coup, justement, devant les blocages, par exemple, qu'a suscité la pandémie, on voit réapparaître une critique de cette interdépendance et des mots d'ordre comme la souveraineté agricole, la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que l'un de vous pourrait nous définir, Thierry ? Souveraineté alimentaire, aujourd'hui, pour la France, qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'enjeu ? C'est une notion assez complexe. Il faut peut-être revenir sur la période où elle a ressurgi au cours des années 90.
puisque une organisation non gouvernementale, Via Campesina, avait mis en avant cette notion de souveraineté alimentaire pour contenir justement les exigences de ce qu'on appelait le consensus de Washington, c'est-à-dire faire en sorte que les pays en développement puissent plutôt se spécialiser sur des cultures d'exportation plutôt que sur des cultures vivrières, qui auraient, par définition, permis de nourrir la population locale. Donc, à l'époque, ils étaient assez isolés. Si on avait adhéré à leurs propos, ça voulait dire, d'une certaine façon, qu'on adhérait aussi à la doctrine que développait cette organisation non gouvernementale. Donc, c'était finalement, en plus, très, très centré sur les pays en développement. Il fallait que ces pays en développement puissent lutter contre ces exigences du consensus de Washington, de façon à moins dépendre justement du marché mondial à l'exportation, avec des cours qui étaient en plus particulièrement fluctuants, donc incertains pour le revenu des agriculteurs et la modernisation de leurs exploitations agricoles. Donc ça, c'était dans cette ambition de faire en sorte de moins dépendre du marché mondial et davantage de se recentrer sur des productions domestiques qui avaient pour mission, pour finalité, de pouvoir assurer un peu l'approvisionnement de la population. Alors ensuite, cette notion a été mise un peu au second plan, et puis elle a ressurgi récemment, même si on entendait assez régulièrement un certain nombre d'acteurs en parler pour des raisons d'une mondialisation qui allait trop loin et qui soulevait cette question de la dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Mais la souveraineté alimentaire, c'est une notion extrêmement difficile à manier, parce que par définition, si on fait écho à la définition même de la souveraineté au sens de la science politique, c'est prendre des décisions de façon autonome, par soi-même et pour soi-même, dans l'intérêt du pays. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas y avoir dans cette définition de la souveraineté, et ça vaut pour l'alimentation selon moi, d'interférence avec une instance extérieure à la nation qui prend ce type de décision. Donc ça peut être lourd de conséquences, parce que, sur l'Union européenne, il faut savoir si l'ensemble des 27 États membres partagent cette vision de la souveraineté alimentaire, ce qui est sans doute loin d'être le cas, étant donné le clivage entre le nord et le sud de l'Europe. Donc ça, c'est une instance finalement extérieure à la nation, même si on est membre de cette Union européenne, ça pose quand même un petit problème. Et surtout, on pourrait considérer que la souveraineté alimentaire ne doit pas interférer avec l'Organisation mondiale du commerce, qui, elle, a pour mission, certes, d'encadrer les flux de marchandises, les flux de services, et maintenant, elle se penche de plus en plus sur des questions non tarifaires, évidemment. Donc pour nos auditeurs, quand même, l'OMC, c'est l'organisme qui va dicter les règles du jeu du commerce international. Voilà, qui a succédé au GATT en 1995 et qui a cette particularité d'être une institution qui va encadrer et préciser les règles du commerce international. Mais il faut être extrêmement précis, parce que ce sont les États membres de l'OMC qui négocient. Ce n'est pas l'OMC qui dicte les règles, ce sont les États. Donc souvent, d'ailleurs, quand on parle de mondialisation et qu'on critique la mondialisation, il y a eu pendant 25 ans des critiques sur la mondialisation, avec une stigmatisation de l'OMC. On oubliait que ce n'était pas l'OMC en tant que tel qui fixait les règles, mais c'était bien le résultat de négociations et de compromis entre les 165 États membres qui la composent aujourd'hui. Donc voilà. Mais l'OMC part du principe que le commerce international, dans la mesure où il est suffisamment encadré, réglementé, qu'il n'y a pas de distorsion de concurrence, ou si on peut les affaiblir, ces distorsions, c'est plutôt bénéfique pour les pays qui importent et pour le consommateur, ne parle pas de souveraineté alimentaire. Et au contraire, elle y voit sans doute une source de distorsion de concurrence. Parce que si vous privilégiez votre souveraineté en tant que capacité d'autonomie de décision, ça veut dire que vous vous écartez du règlement commun qui a été négocié et accepté avec la signature d'un accord multilatéral. Donc ça, c'est un vrai problème, parce que du coup, ça veut dire que
l'agriculture aurait suffisamment de spécificités, notamment à travers l'autonomie de décision des États et la souveraineté, pour essayer d'apporter à la population des aliments qui lui sont indispensables. L'OMC considère que si vous les produisez vous-même, non seulement vous créez de la distorsion de concurrence, parce que éventuellement vous soutenez vos propres agriculteurs, mais en plus vous dissuadez ces consommateurs d'importer des produits qui sont à qualité sensiblement égale, moins chers que ce que vous pourriez trouver chez vous. Donc c'est pour ça que la question de la souveraineté est très difficile à manier, et on a du mal parfois à convaincre, parce que ça veut dire quand même que le pays qui se considère comme souverain n'a pas de leçons à recevoir, ni de règles à accepter d'une quelconque instance extérieure. Bon, dans le passé, Jean Bodin, dans les 6 livres de la République, avait dit la souveraineté, c'est une autonomie de décision sans qu'il y ait d'interférence avec une instance divine, par exemple. Voilà, c'est pas Dieu qui fixe les règles de la société. C'est une forme d'extérieur. C'est une forme d'extérieur, et donc peut-être que l'OMC, en tant qu'instance supranationale, n'a pas non plus à dicter les règles en matière de souveraineté alimentaire. Du coup, Michel Guglielmi, est-ce que finalement, cette question de souveraineté alimentaire, elle est synonyme d'isolement ? Parce que quand on écoute Thierry Pouche, on a l'impression que tout n'est pas conciliable. Et du coup, est-ce que ça veut dire s'isoler pour un pays ? Dans une certaine mesure, oui. Dans une certaine mesure, oui. Est-ce que la souveraineté se partage ? C'est une question... Moi, entre qui ? Un État souverain peut... Dans l'Union européenne... Que citait Thierry juste à l'instant, il y a une forme de souveraineté partagée, puisque une partie des décisions sont prises... Alors c'est toujours les États, je crois que comme à l'OMC, l'Union européenne, c'est les États, c'est beaucoup les États qui décident, mais qui acceptent d'une certaine manière de partager partiellement leur propre souveraineté. Donc... cette ambition de décider de façon autonome, est-ce que ça va jusqu'à refuser de le faire en commun avec éventuellement d'autres ? J'imagine assez mal, il n'y en a pas beaucoup des pays dans le monde actuellement, qui aient les moyens d'être véritablement souverains, au sens plein du terme, à cause de ces interdépendances qu'on évoquait tout à l'heure. Je voulais rajouter une petite chose sur l'OMC. Et sur les négociations agricoles, pendant longtemps, on a considéré que l'agriculture ne devait pas faire partie du paquet qu'on négociait au GATT, donc l'accord sur le libre-échange, et à l'OMC, parce qu'il s'agissait de biens spécifiques. On considérait que l'alimentation, c'était comme on le dit sous-entendu, souvent, c'est différent. C'est différent, c'est stratégique. Une bonne partie de l'autonomie des États repose sur la capacité à se nourrir. Donc on avait refusé, dans les prémices du GATT et pendant longtemps, on n'a pas mis l'agriculture dans les négociations internationales. C'était à part. Donc on n'appliquait pas les mêmes règles. Du coup, il y avait effectivement une plus grande possibilité pour chacun des États de gérer lui-même son agriculture, de la protéger, de la soutenir, etc. À partir du moment, effectivement, où on a intégré les questions, les produits agricoles, l'agriculture dans le processus, eh bien, on a libéralisé d'une certaine manière aussi. On a appliqué les mêmes règles de libéralisation du commerce aux produits agricoles qu'aux autres. Et l'interdépendance, elle s'est renforcée sur la question dans le domaine agricole. Justement, sur cette question-là, quand on lit le rapport justement du rapporteur spécial au droit à l'alimentation à l'Assemblée générale des Nations Unies, il dit précisément l'accord sur l'agriculture, dans le cadre de l'OMC, est aujourd'hui un obstacle direct et pleinement à la réalisation du droit à l'alimentation des personnes. Donc j'entends dans ce que tu dis finalement cette chose-là, les accords sur l'agriculture dans l'OMC et donc la réglementation qui convient au marché agricole, aujourd'hui est clairement un obstacle au fait que les personnes puissent s'alimenter
et avoir une forme de souveraineté alimentaire peut-être. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles finalement on peut réagir et qui vont dans le sens de cette critique généralisée de la mondialisation? On va aller jusqu'à dire que c'est un obstacle. Disons que ça ne favorise pas. Ça favorise pas. C'est un petit obstacle. C'est un frein indiscutable. Bon, quand un pays adhère à l'OMC, donc à l'accord sur l'agriculture, il s'engage à un certain nombre de choses. Voilà, il s'engage à ne pas protéger trop son agriculture, ou en tout cas pas d'une certaine manière, éventuellement de certaines manières c'est autorisé, d'autres c'est pas autorisé. Et puis dans le commerce, il s'engage à pas subventionner ses exportations, à pas trop protéger son agriculture. Enfin, il y a tout ça dans l'accord sur l'agriculture. Donc pour certains États qui ont des agricultures faibles, l'accord sur l'agriculture ne favorise pas le développement de leur agriculture. Du coup, d'ailleurs, je peux juste ajouter. Vas-y, alors, je veux juste compléter sur un point. L'Union européenne qui souvent met en avant le fait qu'il faut être attentif dans les négociations d'échange, dans les traités de libre-échange, a tendance à demander aux pays d'Afrique, Caraïbes, Pacifique la même chose que d'autres pays demandent à l'Union européenne, à savoir abaissez vos frontières, abaissez vos droits de douane, laissez-nous, organisons le libre commerce. En position de force dans ces négociations avec les pays en développement, il faut dire, appeler les choses par leur nom, c'est nos anciennes colonies. Voilà. Avec ces pays-là, on a tendance à être assez libéraux d'une certaine manière. On ne les aide pas à éventuellement protéger, au moins pendant un certain temps, leur propre espace économique pour développer leur agriculture. Je voulais ajouter sur le propos de M. Fakhri, alors il est intéressant, mais je pense qu'on peut l'interpréter de la manière suivante. Il part du principe que ces accords de Marrakech sur l'agriculture avaient pour finalité, en réduisant les soutiens, en amoindrissant les distorsions de concurrence, par le jeu des spécialisations nationales, on allait emboîter finalement les pays entre ceux qui pouvaient produire tel ou tel bien agricole ou alimentaire, et puis les autres. Et je pense qu'il part de ça pour montrer que c'est un échec finalement. Et l'échec, il le voit à travers le prisme finalement depuis 3-4 ans de la recrudescence de la faim dans le monde. Et on voit bien qu'il y a des pays qui ne peuvent pas produire, alors pour des raisons évidemment agronomiques, climatiques, etc. Quoique certains ont pris les choses en main et essayent de développer à travers des politiques publiques, justement, pour essayer de desserrer la contrainte d'approvisionnement vis-à-vis de l'extérieur, parce que ça coûte cher, parce qu'il peut y avoir des risques d'embargo, parce qu'il peut y avoir des pandémies qui contractent finalement les flux commerciaux. Je pense que c'est un peu de ce constat-là qui part pour dire ça a été un obstacle parce qu'on n'a pas abouti finalement, on n'a pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé avec les accords du GATT par ce jeu des spécialisations internationales et que d'une certaine manière, il préconise qu'on retire l'agriculture de ces accords de Marrakech qui sont toujours en vigueur, puisque l'Organisation mondiale du commerce n'a toujours pas abouti à un accord multilatéral depuis 2001, le lancement du cycle de Doha. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il le dit. Et alors c'est lourd de conséquences, si on lit un peu entre les lignes, ça veut dire qu'il faut retirer l'agriculture des accords du GATT, mais par définition, on va la retirer de l'Organisation mondiale du commerce. Et pour en faire quoi? Est-ce que tous les pays vont devoir adopter des politiques agricoles plus ou moins prononcées? Parce qu'il faut quand même des budgets adaptés pour développer des productions, pour moderniser, investir. Donc tout le monde n'en a peut-être pas les moyens, d'autant plus qu'on est dans un contexte d'endettement international assez important. Donc je crois qu'il faut le lire un peu de cette façon. Bon, alors je ne sais pas quel est le poids de son propos, mais il met finalement sur la table l'échec de l'accord de Marrakech, et c'est peut-être ça qui est intéressant pour revenir à la question de la souveraineté alimentaire. Mais il y a quand même, pour rebondir sur ce que disait Michel sur les difficultés à mettre en place une souveraineté alimentaire quand on est un groupe de nations, il y a quand même l'exemple ultime qu'on cite toujours, mais l'État américain, l'État fédéral,
qui est une conjugaison d'États tous aussi différents les uns que les autres, avec les difficultés qu'ont connues les États-Unis pour arriver jusqu'à cet État fédéral, ils ont une politique agricole et ils parlent de souveraineté. À l'échelle de toutes ces fédérations. À l'échelle de la fédération américaine, et c'est le Congrès qui définit tous les 5 ans une politique agricole. Même la Maison-Blanche n'a pas un droit de regard très important sur cette politique agricole. Le président peut mettre un veto, mais le Congrès peut le rejeter. Donc on voit bien que quand on a... Et ça pose la question de savoir si l'Europe doit tendre ou non vers voilà. C'est un vrai État fédéral. C'est un vrai les État États-Unis fédéral. sont un vrai État fédéral. Voilà, et ça pose la question de savoir si l'Europe a envie de cheminer vers ce fédéralisme ou pas. Bon, voilà. Alors, mais sur ce libre-échange, si on y revient, tu citais, Thierry, en fait, un certain échec de l'OMC à organiser des discussions abouties sur des accords multilatéraux de ce libre-échange, donc vraiment à une échelle très globale. Et donc, en conséquence de quoi, il y a finalement des discussions qui sont beaucoup plus régionales, bipartites, tripartites, entre États ou regroupements d'États, donc qui excluent de fait tout un tas d'autres coins du globe. Est-ce que dans ces discussions et ce libre-échange, on est face à une situation insolvable où il y a systématiquement des gagnants et des perdants ? Ou est-ce qu'au contraire, à ce jeu-là, on est capable d'organiser quelque chose du bénéfice commun, ou avec ce jeu de la spécialisation des États que vous avez dit, on est capable d'organiser quelque chose qui profite à tout le monde, ou est-ce qu'on fait le constat aujourd'hui qu'il y aura des perdants ? Toujours. Je commence, puis après Thierry complétera sûrement. Les théories libre-échangistes prétendent... Je précise, donc quand on est dans ces théories libre-échangistes, on veut dire, en gros, ouverture des frontières. Le moins d'obstacles possibles aux échanges. Les biens circulent avec les lois du marché. Les biens, les capitaux et théoriquement les hommes. Bon, à l'origine, quand les premiers économistes ont parlé de libre-échange, ils n'envisageaient pas trop la mobilité ni des capitaux ni des hommes. Mais actuellement, on en est là. Hein. Le libre-échange, c'est la libre circulation des... Donc est-ce qu'il y a systématiquement des perdants ? Théoriquement, non. Théoriquement, tout le monde gagne au libre-échange. Et pratiquement ? Pratiquement, il y a toujours des perdants. Parce que à l'intérieur, quand on dit tout le monde, on dit les producteurs, les consommateurs, hein, les exportateurs et les importateurs. Les exportateurs parce qu'ils ont un marché plus important et les importateurs parce qu'ils peuvent acquérir de la marchandise à un prix plus bas, hein, grâce aux coûts de production qui sont plus bas dans le pays qui leur vend de la marchandise. Donc théoriquement, ça devrait marcher. Enfin, en tout cas, on a dit à un moment donné, on a cru que ça pouvait marcher. En fait, c'est pas vrai que tout le monde est gagnant parce que les filières, les entreprises qui sont dans les secteurs qui vont être transférés grâce à leur avantage comparatif dans un autre pays, ceux-là, je sais pas, la sidérurgie Lorraine, par exemple, ils ont été perdants à ce qu'on importe de l'acier. Si on concrétise les accords de libre-échange avec le Mercosur, avec le Canada, avec l'Ukraine, les éleveurs de viande, je suis désolé, mais ils seront perdants. Voilà. Peut-être que globalement, les consommateurs français auront un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé, mais il y a toujours des secteurs qui sont perdants. Comment on gère ça ? Je sais pas, Thierry, comment on gère ça ? Plus de 2 siècles après les premières discussions sur les vertus du libre-échange, on en est toujours là, hein, en fait. Hein, on a du mal à... Est-ce que c'est un jeu à somme positive ? C'est-à-dire que chaque nation, chaque acteur qui participe, qui intègre la division internationale du travail, retire un gain nécessairement. Mais le calcul du gain, avait montré les économistes, c'était toujours par rapport à une situation d'autarcie. Ou est-ce que c'est un jeu à somme nulle, c'est-à-dire ce que l'un va gagner, nécessairement l'autre va le perdre. Et alors c'est très amusant de voir que justement, puisque Michel y faisait référence, l'agriculture a été intégrée dans les négociations multilatérales à partir de 1986, alors qu'auparavant il y avait eu un régime d'exception à part quelques dossiers techniques, et notamment la question des protéines végétales au début des années 60 en contrepartie de la PAC pour les États-Unis. Si l'agriculture est intégrée à partir du cycle d'Uruguay en 86, c'est précisément parce que les États-Unis perdent des parts de marché. Alors, ils ont stigmatisé l'Union européenne et la politique agricole commune pour dire c'est
imputable aux agissements des Européens, mais en fait, quand on regarde bien, c'est leur propre politique économique qui les a piégés. À force d'avoir une politique monétaire de taux d'intérêt élevés pour attirer des capitaux et financer le déficit budgétaire américain, il y a eu un effet mécanique de surévaluation de leur monnaie qui a empêché les exportations américaines de produits agroalimentaires de progresser. Et donc ils ont reculé parce que les autres, justement, comme ils avaient des monnaies qui étaient un peu moins surévaluées, même elles étaient sous-évaluées, ils en ont profité, mais ils n'avaient qu'à s'en prendre qu'à eux-mêmes, d'une certaine façon. Michel. En même temps qu'ils demandaient l'intégration de l'agriculture dans le cycle de négociation de l'Uruguay Round, ils ont réagi de façon offensive en faisant eux-mêmes de la subvention, en instaurant des programmes de subvention aux exportations et en laissant baisser le dollar. Enfin, c'est un des moyens de reconquérir des parts de marché, c'était après qu'il ait été trop haut, ils l'ont laissé descendre. Tu parles de réaction offensive. À ce titre-là, je vais laisser Thierry en parler. On a une phrase de Flietsche, dont je vais te demander de nous parler, Thierry, qui dit justement sur ce libre-échange, c'est avant tout une guerre sans fin de tous et contre tous dans le public commerçant. Oui, alors avant de revenir à ce philosophe, il faudrait quand même poursuivre. Des gagnants et des perdants. Oui, voilà, mais par rapport au libre-échange, cette idée de jeu à somme positive, il faut peut-être avoir deux choses à l'esprit. Premièrement, se poser la question de savoir la fonction du commerce extérieur, c'est quoi ? Bon, et c'est très précis, c'est pas d'exporter massivement, c'est d'importer le moins cher possible. Donc déjà, on a corrigé un peu les regards sur ce que c'est que le libre-échange. Et précisément, ça portait sur l'agriculture. Quand l'Angleterre décide d'abroger ses protections sur les blés, en 1846, c'est précisément pour importer du blé argentin ou des États-Unis moins cher, de façon à peser sur le prix du blé, le prix du pain et par voie de conséquence sur le salaire, où on mangeait quand même plus de pain qu'aujourd'hui. Bon. Et au passage, comme on utilisait moins de terres en Angleterre, la rente foncière était évidemment pénalisée, ce qui permettait à l'accumulation du capital dans l'industrie de grossir, de se consolider, et à l'Angleterre finalement d'asseoir sa domination sur le reste du monde à travers son industrie. Donc les propriétaires terriens étaient plutôt défavorisés, par contre l'industriel. Oui, voilà, favorisé. Exactement. Le manufacturier, lui, il était plutôt favorisé, et c'est pour ça qu'il y a eu des batailles parlementaires en Angleterre à ce moment-là, au milieu du 19e siècle, entre justement les propriétaires terriens et les manufacturiers pour savoir si on devait abroger ces protections sur les blés. Donc ça, c'est la première chose déjà à avoir à l'esprit sur la fonction même du commerce extérieur. Et la deuxième, c'est que c'est parfaitement explicite dans un certain nombre d'écrits, c'est de cheminer par le jeu de ces intérêts particuliers, de ces intérêts nationaux, qui vont se juxtaposer plutôt bien d'après les théoriciens de l'économie, et on va arriver à la constitution d'une société universelle. Et c'est exactement le message qui a été lancé au moment de la mondialisation. Le fait de dire on va casser les frontières, on va fluidifier le commerce, on va faire en sorte que les capitaux puissent circuler librement de façon à financer à un point du globe, à partir d'excédents financiers dans un autre point du globe, des activités économiques. On avait cette perspective-là, et Pascal Lamy n'a jamais cessé du temps de sa direction de l'OMC de rappeler que le commerce était un facteur de développement, un facteur d'élévation des niveaux de vie et un facteur d'harmonisation universelle, et que finalement c'était un réducteur de conflits. Bon. Sous-entendu, le point d'arrivée de cette mondialisation, c'est quand même de faire des États, des régions du monde. Voilà. Alors, après, l'OMC se met en place, le déclenchement du cycle de Doha en novembre 2001, et 20 ans après, il n'y a toujours pas d'accords multilatéraux. Et devant cet essoufflement de cette institution, qui a un mode de fonctionnement quand même très particulier, on a 165 États qui ont des intérêts profondément divergents. Il y a une règle de l'unanimité
pour signer un accord. À la moindre virgule. Voilà, à la moindre virgule. Et s'il y a donc une voix qui manque, voilà, s'il y a une voix qui manque, il n'y a pas d'accord possible. Et c'est assez original de voir que sur les dernières années, quand on était proche d'un accord, ce sont souvent les nations émergentes, et en particulier l'Inde, qui ont bloqué la signature, ce qui montre bien le basculement du centre de gravité de l'économie mondiale vers ces pays-là, alors qu'avant, au GATT, c'était souvent l'Europe, les États-Unis et un peu le Japon qui se mettaient dans ce qu'on appelait une green room pour négocier et demander aux autres pays membres de signer en bas à droite ce qu'ils avaient décidé de faire par compromis. Bon. Partant de là, pour continuer à commercer et à échanger des biens et à essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de normes, sur tout ce qui est barrières non tarifaires et sur les normes, on est passé par la voie bilatérale. Barrières non tarifaires, on utilise ce terme pour dire qu'il ne s'agit pas de droit de douane. Voilà. C'est toute autre barrière que les tarifs douaniers. Voilà. Et donc on est passé par la voie bilatérale ou par la voie régionale, et donc c'est pour ça que l'Union européenne est un acteur important, puisqu'elle a quand même négocié et signé des accords commerciaux bilatéraux, qui de toute façon doivent être notifiés à l'OMC, et toute modification de l'accord bilatéral doit être aussi déposée et spécifiée à l'OMC. Donc on ne sort pas du cadre multilatéral d'une certaine façon, mais les négociations se font deux à deux. Voilà. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, si on négocie un accord entre l'Union européenne et le Canada, par définition, ça exclut tous les autres. Et ça contrevient à la règle de la clause de la nation la plus favorisée, bien évidemment, puisque tous les autres n'ont pas accès à ce type d'accord. Donc il y a un côté discriminant dans cette affaire, mais l'Europe considère qu'il faut continuer à échanger, et on retombe sur la même problématique. Quand on signe un accord avec le Canada ou avec le Mercosur, on ouvre des contingents à des produits agricoles pour ces pays-là à droit de douane nul ou réduit. Pour la viande bovine avec le Mercosur, c'était un droit de douane réduit aux alentours de 7%, je crois, alors qu'il était du double avant. Ça signifie qu'on va importer, avec les différentiels de coûts de production, on va importer moins cher de la viande bovine en provenance du Mercosur, et en particulier du Brésil, alors qu'on a de la production bovine sur le territoire national et européen. La France est quand même la première puissance productrice de viande bovine. Donc pourquoi aller chercher de la viande bovine au Brésil ou dans les pays du Mercosur, alors qu'on a ce qu'il faut? Mais évidemment, après, il y a rentre en ligne de compte la problématique des coûts. Ça peut être pour vendre quelque chose au Brésil. Alors justement, voilà, en contrepartie, il y a une contrepartie. Dans l'Europe, il y a suffisamment de clivage. L'Allemagne a des filiales automobiles sur le territoire brésilien, donc d'une certaine façon, il y a des contreparties qui sont exigées sur l'industrie et sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Et même d'ailleurs, au sein de l'agroalimentaire, il peut y avoir des tensions entre ceux qui estiment que l'ouverture du marché Mercosur, c'est important, et que, d'une certaine façon, l'éleveur bovin, il faudra qu'il s'adapte à cette perspective-là. Bon, alors on ne sait pas encore... C'est négocié, ça a été signé, c'était un accord politique. Maintenant, on est rentré dans une phase technique, mais se greffe maintenant là-dessus. Il y a peu de chances qu'il y soit gagnant de toute Voilà, façon. parce que c'est greffé là-dessus des questions environnementales, la déforestation. Donc, le président de la République a dit qu'il était hors de question de ratifier cet accord. D'autres pays l'ont rejoint, mais du côté Pays-Bas, Danemark, etc., ça ne va pas dans le même sens. Donc, tout cela est assez compliqué. Et pour donc répondre à la question sur ce point théorique, il faut rappeler que cette doctrine du libre-échange est particulièrement ancrée dans les esprits, d'une certaine façon. Oui, c'est une forme de moule dans lequel on circule. Voilà, exactement. Et notamment, du côté des acteurs économiques, on imagine mal un industriel d'un produit pharmaceutique entendre on va restreindre le libre-échange et on va mettre des mesures de protection. Donc c'est un vieux débat. Et à ce titre-là, tu proposes justement aussi de réouvrir la pensée économique, voire la philosophie économique, pour re-questionner cette idéologie. Si je dis ça, c'est aussi parce que la complexité du monde est telle que le message de l'économiste ne suffit plus.
Il faut aussi s'entourer de juristes, notamment sur les questions de normes, des géopolitologues pour établir un peu des constats sur les tensions dans certaines zones, etc. Des historiens, mais aussi des philosophes, des géographes, des sociologues. Enfin, je pense que l'approche de la mondialisation, aussi brinque-ballante soit-elle aujourd'hui, nécessite de réunir une démarche très pluridisciplinaire. Voilà, donc et les économistes, dans leur grande majorité, ont développé, avec des raffinements successifs, cette histoire du libre-échange, en mettant évidemment en perspective le protectionnisme comme le mal absolu. Bon. Je rappelle, moi, en épluchant l'histoire de la pensée, justement, que ça s'est pas passé aussi facilement que ça. Il y a eu des contre-propositions, des contre-arguments, des messages différents, et en particulier, donc, un message qui ne vient pas du champ économique, mais du champ de la philosophie, avec ce philosophe du courant idéaliste allemand, Johann Gottlieb Fichte, qui avait écrit 17 ans avant l'économiste Ricardo et ses principes de l'économie politique et de l'impôt, un ouvrage qui s'appelle L'État commercial fermé, où il dit justement que la circulation des marchandises, l'échange commercial peut être à l'origine de tensions, de conflits, et peut, d'une certaine façon, répandre le malheur dans les populations. Bon. Donc il n'était pas contre la circulation des idées, contre la circulation de l'art, etc., mais il était opposé à cette libre circulation des marchandises parce qu'il y voyait la source de conflits, éventuellement des conflits militaires. Or, s'il faut rouvrir ce débat-là, c'est parce qu'on voit quand même que cette mondialisation a exacerbé ces tensions entre les États. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'États depuis la dislocation de l'Union soviétique, depuis l'éclatement de la fédération de Yougoslavie, par exemple. Le Soudan, on a eu une scission, voilà, il est coupé en deux, avec les problèmes que ça pose aujourd'hui. Donc, à l'ONU, on a de plus en plus de membres qui siègent. Et c'est précisément aussi à partir de là que les conflits entre ces nations vont ressurgir, et je suis assez frappé de voir qu'on peut continuer à croire en la mondialisation telle qu'elle fonctionne, hein, alors que les conflits se multiplient, des conflits commerciaux. Les différents commerciaux à l'OMC, majoritairement, ils sont agricoles. L'OMC ne fonctionne pas, elle n'a pas abouti à un accord, et en plus, son organe de règlement des différends a été bloqué par le président Trump du temps de sa présidence. Lui-même a considéré que la mondialisation, les États-Unis en avaient été les victimes, en particulier à travers les échanges qu'il y avait eu avec la Chine. Donc il les a sanctionnés par des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un pays qui est attaqué par des tarifs douaniers, par des embargos, par des sanctions diplomatiques ou financières, il rétorque sur l'agriculture, c'est-à-dire sur le secteur qu'il considère comme le plus performant du pays qui l'a attaqué. Et donc on voit bien les enjeux géostratégiques maintenant qui se déploient et qui se consolident. La Chine a fait la même chose avec Trump. Elle a réagi sur le sorgho, le lait, la viande porcine, le coton. Et la Russie, elle a promulgué son embargo, voilà, et embargo qui est toujours en vigueur en plus. 5 ans après, 6 ans après, c'est assez intéressant. Donc c'est pourquoi j'ai un peu réagi en regardant Fichte. C'est essayer de montrer que le commerce international ne va pas de soi. C'est pas quelque chose de naturel, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les protéines végétales dont on dépend, pour revenir à la problématique de la dépendance, probablement qu'on peut trouver des substituts et les fabriquer. Mais la seule difficulté qu'on a aujourd'hui sur le matériel médical, les médicaments, le textile, la sidérurgie, etc., c'est que tout ça, tous ces secteurs-là sont partis à l'étranger, pour les motifs que Michel a très bien rappelés, mais qu'il va falloir maintenant du temps et énormément de moyens pour reconstituer ces unités de production. Donc finalement, on voit bien que sur la pensée économique, sur la philosophie, en fait, ce que l'on dit, c'est que ça fait bien longtemps qu'on a aussi déjà eu des courants de pensée qui ont réfléchi à l'extérieur de ce cadre de libre-échange et proposé des contre-arguments, et qu'il est tout à fait d'actualité de réouvrir ou de se réinspirer. Est-ce qu'on peut conclure ensemble sur ce que vous avez dit, qui est la chose suivante? J'ai l'impression, finalement, la production agricole, les biens
agricoles, aujourd'hui servent des enjeux géopolitiques et donc, de fait, puisqu'ils sont des armes géopolitiques, ne sont pas systématiquement réfléchis, organisés, structurés dans la perspective d'abord de pourvoir à l'alimentation partout dans le monde. Si on est capable de proposer des embargos, des tarifs douaniers, de la restriction, de la libération, sur des questions de positionnement économique, de puissance économique, ça veut dire que la première priorité n'est pas spécialement toujours celle de faire accéder la population à l'alimentation. C'est la perspective de faire accéder la population à de l'alimentation, mais sa propre population. Ben, je sais pas, la Chine... Ça veut dire qu'on est concrètement capable de prendre des décisions en disant « Nous savons que nous défavorisons la population de tel ou tel pays. » Ah oui. La Chine est très déficitaire en produits agricoles. C'est même... C'est 80 milliards de déficit. C'est énorme, et ça s'accroît. Bon, la Chine a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur un territoire cultivable qui est faible, avec un niveau de vie qui grandit et donc des besoins qui s'accroissent, donc un déficit alimentaire extraordinaire. La Chine cherche des terres ailleurs que sur son territoire. Elle cherche des terres en Amérique latine et en Afrique. Elle les achète, elle les loue, peu importe. Enfin, elle cherche à assurer l'approvisionnement de sa population grâce en partie en achetant évidemment, mais aussi en essayant d'avoir la mainmise sur un certain nombre de terres. Ça se fait forcément au détriment de la population locale. Il n'y a guère que la FAO qui a pas de pouvoir. Que la FAO qui se préoccupe d'une certaine équité dans l'alimentation de tous les peuples du monde, comme institution internationale. C'est pour ça qu'il faut absolument la faire évoluer et revoir, réexaminer, tout remettre à plat en matière d'institutions internationales. On a des institutions qui sont quand même l'héritage de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et probablement qu'il faudrait soit réformer en profondeur la FAO et la doter d'un certain nombre de pouvoirs, y compris contraignants, ou créer une organisation mondiale de l'agriculture et de l'alimentation avec des moyens, mais aussi des réglementations qui ne soient pas simplement de l'ordre du Conseil, mais des contraintes qui pourraient qui pourraient peser sur les décisions des États. C'est exactement le dernier thème sur lequel on aimerait vous entendre, c'est-à-dire quand on vous écoute et qu'on comprend que le monde est un village à l'échelle de l'échange de biens commerciaux. C'est pas un village paisible. C'est pas un village paisible, c'est un village mouvementé. Justement, est-ce que ces institutions dont tu parles, Thierry Pouche, il faut toutes les réformer ? Est-ce qu'on est sur un enjeu de refonte totale des structures ? Et sur la question environnementale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Avant de répondre, je voudrais quand même aller un tout petit peu plus loin sur la question du libre-échange, parce que c'est assez frappant de voir que même le grand théoricien que fut Ricardo, théoricien du libre-échange, pour les raisons que j'ai évoquées rapidement tout à l'heure, il publie son œuvre principale en 1817. Ces principes de l'économie politique et de l'impôt. 2 ans avant, il publie un opuscule très court de l'influence d'un bas prix du blé sur les salaires et les profits. Et il explique au détour d'une page que s'il y a un secteur qui pourrait échapper à sa conviction que le libre-échange est le meilleur atout pour les nations, c'est l'agriculture. Parce qu'il peut y avoir des phénomènes de pénurie, pour des raisons X, Y, Z, mais surtout, il peut y avoir des problèmes de dépendance, justement, vis-à-vis de l'extérieur. Ce passage est absolument somptueux, d'autant plus somptueux qu'il a disparu dans l'édition de 1817. Donc, il a subi certainement soit des influences, ou il s'est rendu compte qu'il fallait s'en délester pour aller très loin dans l'argument sur le libre-échange. Mais c'est très intéressant de comparer ce petit texte avec ce qui est devenu son œuvre principale 2 ans après. Donc, on retombe sur la même problématique aujourd'hui. Doit-on dépendre de l'extérieur pour se nourrir ? Et la Chine est un exemple tout à fait intéressant, comme le disait Michel. Voilà une puissance qui a des ambitions maintenant planétaires. Elle veut se constituer d'une certaine façon, même si ce n'est pas totalement joué, en espèce d'hégémone qui va se substituer aux États-Unis. Mais est-ce qu'une puissance hégémonique peut dépendre de l'extérieur pour se nourrir ?
L'Angleterre l'a fait, mais avec énormément de difficultés, notamment au moment des conflits. Avec une puissance commerciale et maritime et militaire. Et coloniale, voilà, exactement. Mais elle l'a aussi payé très cher au moment des conflits militaires. Les États-Unis étaient une puissance hégémonique, mais avaient une puissante agriculture. Il y avait un food power américain, donc il n'avait pas trop de difficultés. Mais la question se pose aujourd'hui avec la Chine. Bon. Est-ce que l'Union européenne peut être une puissance agricole, une puissance politique capable de tenir bon, de proposer des règles, de proposer des réglementations, des contraintes en termes environnementaux? La notion de puissance pour l'Union européenne, c'est quelque chose de très lourd à porter. Étant donné ce qui s'est passé à 2 reprises au XXe siècle, c'est quelque chose qui est assez étranger dans l'esprit de l'Union européenne. On peut même dire que c'est banni. C'est presque banni. Mais comme c'est une entité géographique qui est mise en difficulté aujourd'hui par les rivalités sino-américaines et les conflits par ailleurs, je crois qu'elle a, enfin c'est un point de vue, c'est une interprétation que je livre, je crois qu'elle a que l'environnement maintenant à proposer pour essayer de se maintenir un petit peu à flot. Malheureusement, sa puissance normative repose de mon point de vue là-dessus. Qui est pas négligeable C'est dans pas la mesure où négligeable. c'est un marché très important. C'est un marché très important, je suis d'accord. Mais justement, pour renouer avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la souveraineté, ça va poser problème parce que cette puissance normative qui va édicter des règles en matière d'environnement, d'écologie, sur le Green Deal par exemple, et la perspective d'instaurer des clauses miroirs ou des mécanismes d'ajustement carbone à la frontière, importer du soja brésilien comme le fait l'Union européenne, c'est importer maintenant de la déforestation. 63% de la forêt amazonienne sont situés sur le territoire brésilien. Et au titre de la souveraineté, le Brésil peut dire « je fais ce que je veux de ma forêt amazonienne ». Donc déjà là, on voit surgir et on voit apparaître en perspective des conflits autour de ces problèmes commerciaux. Est-ce qu'on va mettre une clause miroir ? Tu peux expliquer ce que c'est qu'une clause miroir ? C'est faire en sorte que le pays avec lequel on échange des biens, alors soit manufacturés, mais surtout là, en l'occurrence, des biens alimentaires, respecte les normes qui sont en vigueur dans l'Union européenne, pour faire vite. Mais un certain nombre de pays, comme le Brésil, même les États-Unis, commençaient à réagir en disant « c'est une position protectionniste qui fera certainement l'objet, si c'est appliqué, de dépôt de plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce ». Donc, en gros, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord et les nobles intentions, finalement, vont amplifier, selon moi, les conflits commerciaux à l'OMC avec les difficultés que ça pose, puisque on n'arrive pas à faire redémarrer l'organe de règlement des différends. Bloqué par Trump, et son successeur n'a toujours pas souhaité remplacer les juges qui lui revenaient. Donc on est vraiment dans une incertitude absolument radicale. Et sur les institutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des institutions qui sont issues des accords de Bretton Woods en 1944, que ce soit le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, et plus tard le GATT, puisque il y avait eu l'intention de créer une organisation internationale du commerce, mais les États-Unis ont mis leur veto. Après l'avoir proposé. Et on a donc créé un compromis, un accord général sur les tarifs et le commerce, qui est devenu bien plus, et qui n'était pas une institution par voie de conséquence, et qui est devenu une institution à partir de 1995 avec l'Organisation mondiale du commerce. Ces institutions correspondaient à une époque précise, celle de la domination des États-Unis dans les affaires du monde, avec en plus la bipolarité de ce monde avec l'Union soviétique. Maintenant qu'il n'y a plus d'adversaires et que la mondialisation est un peu anarchique avec toutes les tensions qu'on a connues et qu'on a traversées jusque-là, on sent bien que ce sont des institutions qui ont fait leur temps d'une certaine façon et qu'il faut soit les remplacer, soit les réformer. Mais
ça va nécessiter évidemment d'organiser une conférence internationale pour voir comment on va procéder, ce qui est loin d'être gagné, surtout dans le contexte actuel. On n'est pas sorti de la pandémie, les États-Unis sont sur la réserve, quoi qu'on en dise, même avec Joe Biden. Il n'y a que la Chine qui croit maintenant dans le multilatéralisme, elle l'a répété. À condition d'être dominante. Voilà, exactement. Le président Xi Jinping l'a répété dans les différents sommets de Davos. Ils sont en train de mettre en place une banque asiatique d'investissement qui réunit plusieurs pays, et donc pour faire contrepoids au FMI notamment. La Chine a capté 4 organisations internationales sur 15, dont la FAO, sans parler de l'institution qui s'occupe d'aviation civile, etc. Elle n'est pas loin d'avoir la main sur l'OMS. Mais voilà, exactement. Et puis sur tout ce qui est outils numériques aussi. Bon. Donc on est un peu au milieu du gué, là, à un tournant. Soit on continue comme ça avec des institutions vieillissantes qui ont de moins en moins d'efficacité et qui sont contestées par les puissances émergentes, même si la Chine n'est plus une puissance émergente aujourd'hui. Et donc c'est l'ordre mondial hérité de l'après-guerre qui est aujourd'hui fissuré, et plus que fissuré, et qui nécessite de remettre à plat un peu tout ça. Donc, pour terminer cet épisode, en gros, vous nous dites que peu importe les mesures de réglementation, de restriction, les tentatives d'échange, elles sont liées d'une manière ou d'une autre à une augmentation des tensions et des conflits par ailleurs. On génère des conflits. Devant ça, les organismes supranationaux, mondiaux, qui sont censés réglementer ou organiser, faire la police, là-dedans, font relativement faillite dans ce rôle-là, et on a des puissances émergentes ou qui ont émergé il y a bien longtemps, qui revendiquent des positions hégémoniques, et du coup, a priori, qui vont également générer d'autres perdants ailleurs dans le monde. Cette solution, cette évolution, elle semble particulièrement obscure. C'est très difficile de lire l'avenir. On n'a pas de boule de cristal. En guise de fin d'épisode et de conclusion, j'aimerais vous entendre sur quel est éventuellement le rôle, la position du citoyen de l'agriculteur. Celui que ça intéresse, moi, vous, demain, aujourd'hui. Est-ce qu'on a une place dans les débats, ou est-ce que c'est quelque chose qui se déroule en vase clos, entre cercles choisis? Ou qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que mes idées comptent? Michel? Je ne pense pas. Même pas une petite touche d'optimisme? Je pense que les conflits, les enjeux, les objectifs de puissance se régleront largement en dehors du citoyen de base. Votre propos, c'est quand même poser la question et la mettre sur la table de la démocratie. Clairement. Hein, donc, est-ce que ça se on limite discute également de la faillite des démocraties, quelque part. Oui. Mais est-ce que la démocratie, ça se limite à une urne dans laquelle on met un bulletin de vote, ou ça va au-delà? Donc il y a tous ces aspects-là, oui. Donc, mais peut-être que, contrairement à Michel, ce qu'on voit, même si on peut parfois ne pas être d'accord, c'est peut-être une expression un peu noire. Les idées comptent quand même, sans chaque citoyen. Je fais référence, je modifie un tout petit peu ma manière de m'exprimer. Je pense que le pouvoir est faible, mais pas nul. Il y a des négociations sur le climat. On voit bien quand même que la mobilisation des ONG, des citoyens sous différentes formes, y compris de cette jeunesse là qui va manifester, ça produit quand même quelque chose. Ça produit du discours surtout, mais en tout cas, il y a des idées qui montent grâce à ça. Ceci dit, de là à ébranler les rêves de puissance, ou les ambitions plus que les rêves de puissance des Chinois, par exemple, la démocratie là-bas, c'est quand même pas la caractéristique majeure du régime. Donc pour conclure, une inspiration, une lecture à partager, une bonne hamac à revendiquer pour sa souveraineté alimentaire chez soi. Trouvez-moi une note positive quand même. Moi, j'ai bien aimé. Je l'ai entendu un peu par hasard à la radio. Samedi, je crois, Pascal Horry, qui a écrit un essai sur les nations. C'est un ouvrage absolument remarquable. Qui a un bouquin intéressant, et j'ai entendu j'ai capté une formule que j'ai trouvée assez bonne. La mondialisation n'a pas produit de mondialisme. Et
ce qui nous anime là, la discussion qui nous anime, c'est comment créer un vrai mondialisme, enfin, au sens où quelque chose qui soit à peu près organisé, cohérent, où les conflits soient gérés plutôt que suscités. C'est la pensée du XVIIIe siècle, hein. C'est la pensée des Lumières. Mais c'est vrai que, oui, Qu'est-ce qu'une nation, une histoire mondiale, c'est un ouvrage absolument remarquable. Je pense que alors, pour compléter un peu, Thierry parlait tout à l'heure des philosophes qui doivent des juristes, etc., qui doivent conforter la réflexion ou compléter, voire annuler la réflexion des économistes. Et je pense que les questions de géopolitique sont des questions majeures d'aujourd'hui. Voilà. Donc, à travailler, à réfléchir, à creuser. Thierry, une conclusion ? J'aurais pas forcément une seule référence. Je vais peut-être en donner 4. Allons-y, soyons fous. Il me semble qu'il faut revenir à ce que disait Raymond Aron en 62 dans Paix et guerre entre les nations. Voilà, 800 pages riches et qui peuvent nous apprendre beaucoup. Il me semble que sur la pandémie, l'ouvrage absolument remarquable de Robert Boyer... Le capitalisme au temps de la pandémie, je crois. Les capitalismes face à la pandémie, c'est quelque chose d'assez remarquable. Le dernier numéro de la revue d'information stratégique de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information stratégique, où ils ont fait un bilan de la mondialisation, mais sous tous ses angles, géopolitique, économique, etc., 91-2021, est assez intéressant parce que finalement, rien ne s'est passé comme prévu, quoi, si je peux résumer l'ensemble des articles. Et puis, il me semble que la traduction de Graham Allison, Le piège de Thucydide, les États-Unis et la Chine face à la guerre, est assez intéressant. Graham Allison est un géopolitologue américain d'Harvard, je crois, et il a relu et réexaminé la guerre du Péloponnèse de Thucydide, donc, et il compare justement Sparte et Athènes avec la Chine et les États-Unis. Bon, je ne sais pas si c'est très optimiste, mais au moins ça a le mérite d'exister, et le citoyen, ça peut aider à comprendre. Parce que peut-être, pour terminer là-dessus, le citoyen, il peut avoir des idées, il faut qu'elles comptent, il faut qu'elles pèsent dans les débats, mais pour avoir des idées, il faut s'informer. Voilà. Très bien, merci pour cette conclusion. Michel Guglielmi, Thierry Plouche, encore merci d'avoir fait le déplacement. On va se quitter là-dessus et on se retrouve pour d'autres épisodes, cette fois-ci qui quitteront la sphère économique. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara d'avoir rendu ce podcast possible. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette trilogie. En attendant, prenez soin de vous, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune sortie et digérer toutes ces informations au calme. Salut!